Nous sommes en direct. Donc, Ça y est. bonjour mesdames et messieurs. Je suis Bernard Musican, président de la loge Georges Gershwin et j'ai l'honneur de vous accueillir à notre conférence avec nos partenaires de l'ECUJ, l'espace culturel universitaire du judaïsme et juif européen. Et nous avons un grand honneur aujourd'hui de recevoir monsieur Jean-Louis Debré, dont le CV est impressionnant. Il nous présentera l'histoire de sa famille. Donc, au nom du Bnei de France, dont la loge Georges Gershwin fait partie, donc au nom de la loge et au nom de l'ECUJ, je passe la parole à monsieur Yves Rouas, qui est le président de l'ECUJ, qui va vous dire aussi un mot de bienvenue. Je précise que nous faisons aussi un Facebook Live sur les pages Facebook de l'ECUJ et de la loge Georges Gershwin et que vous pouvez bien évidemment partager ces liens, partager la vidéo. Vous pouvez poser des questions dans la partie questions et réponses et ensuite nous les poserons à monsieur Debré. Merci Yves, à vous. Merci Monsieur Debré d'avoir répondu favorablement à cette invitation de l'ECUJ et de la loge Gershwin. Je vous ai écouté il y a quelques semaines lorsque vous avez présenté au cours de vos conférences l'histoire de votre famille, une histoire de famille. J'avoue avoir été très impressionné, très impressionné par cette saga familiale que vous résumez vous-même en une marque de fabrique. Je vais vous faire un petit clin d'œil, un petit point commun que nous avons ensemble, si je peux me permettre. Tous les deux, nous n'avons pas de baccalauréat. Tous les deux, nous sommes allés par la capacité en droit faire une licence en droit. Et ça, c'est pour répondre à l'éducation que nous a donnée la République, grâce aux valeurs de la République française. Quel parcours que votre parcours, Monsieur le Président, pour la descendance que vous avez d'une toute petite famille de juifs immigrés qui va s'élever dans la hiérarchie sociale grâce à l'école et aux valeurs de la République. Cette saga, vous l'avez écrite pour rester fidèle. Alors, Yves, on ne t'entend pas très bien. Hein. Ah, on ne t'entend pas très bien, Yves. Je ne sais pas à quel moment je me suis arrêté. Vas-y. Vous avez un parcours extraordinaire pour ce descendant d'une toute petite famille de juifs immigrés qui va s'élever dans la hiérarchie sociale grâce à l'école de la République, aux valeurs républicaines. Cette saga, vous l'avez écrite pour rester fidèle à la promesse faite à votre père, fidèle à votre arrière-grand-père, à vos aïeuls, afin de transmettre à vos enfants et à vos petits-enfants votre histoire. J'ai eu la chance d'étudier du droit public, du droit constitutionnel, et j'ai eu la chance d'écouter ce que c'était la Ve République, l'article 16 et le discours de Bayeux de Michel Debré. Vous rappelez les mots de votre grand-père, disant que la religion juive est basée sur la transmission. C'est aussi notre priorité à l'ECUJ et à l'Institut Wiesel. J'attends avec impatience de vous écouter parler de votre famille, de l'origine de votre nom, Debré, qui veut dire en hébreu porter la parole, mais pas n'importe quelle parole, dites-vous, la parole pour transmettre quelque chose. Votre aïeul disait qu'il ne voulait pas trahir ses racines juives, dites-vous. J'attends de vous écouter comme je vous ai écouté il y a quelques semaines. Bon dialogue. D'abord, merci. Merci de m'inviter. Oui, j'ai tout reçu de ma famille. Naturellement, l'école de la République est importante, mais j'ai appris de ma famille que la transmission du patrimoine se faisait par la famille. Moi, je viens d'une petite famille, comme il y en a beaucoup, qui était originaire de Bavière, et parce qu'elle était profondément juive et qu'elle voulait pouvoir suivre sa religion tranquillement, librement, a entendu les philosophes du XVIIIe siècle et est venue s'installer dans un petit village, le petit village de Weisthofen, près de Strasbourg. Et toute ma jeunesse, j'ai entendu mon grand-père, mon père, mes oncles, mes tantes rappeler à chaque fois
d'où nous venions et qu'il fallait toujours être fidèle à sa religion, quelle qu'elle soit, respecter ceux qui n'en avaient pas ou qui en avaient une autre, et admirer la République qui a permis aux uns et aux autres d'être ce qu'ils sont. Pour moi, la République, si vous voulez, c'est naturellement la liberté. Et il n'y a pas d'égalité sans liberté. La République, c'est la fraternité, mais il n'y a pas de liberté et d'égalité sans fraternité. Mais la République, c'est aussi la laïcité. Et la laïcité, c'est l'obligation, non pas de s'opposer aux religions, mais de respecter toutes les religions. Celles et ceux qui sont catholiques, protestants, juifs, musulmans, et ceux qui n'ont pas de religion. Pour moi, la laïcité, ce n'est pas le désintérêt des religions. C'est un État qui fait en sorte que chacun puisse être libre de choisir sa religion. Et il y a quelque chose aujourd'hui qui me fait un mal épouvantable quand je me promène dans la rue, c'est quand je passe devant une synagogue, une église, un temple, et que je vois des forces de police. Mais dans quel monde vivons-nous? Comment aujourd'hui en est-on arrivé à protéger ces lieux de culte qui sont des lieux de paix, de méditation et de recueillement? Et donc, voilà, moi, dans mes chromosomes, dans mes gènes, il y a la religion juive, et il y a la République. Et d'ailleurs, dans ma famille, ce qui est très curieux, c'est que, au point de vue religieux, des directions différentes ont été prises. Mais les membres de ma famille qui sont catholiques ou protestants respectent ceux qui ne sont pas de leur religion. Et c'est ça que je porte en moi. Et puis, vous savez, je me souviens toujours, et je m'en souviendrai toute ma vie, quelques jours avant de mourir, mon père m'a fait venir et m'a dit « N'oublie jamais une chose, jamais ». Alors, je m'attendais à ce qu'ils me disent « N'oublie pas de travailler, d'être… » N'oublie pas d'où tu viens. Et quand le maire, quel qu'il soit, de la commune de Weissthofen en Alsace, te demandera quelque chose pour sa commune, tu lui obtiendras. Parce que c'est de là où tout est parti. Et c'est très important pour moi, j'y vais souvent à Weissthofen, j'ai un contact régulier avec les responsables municipaux de Weissthofen, et je crois que c'est important. Et d'ailleurs, l'un de mes gestes auquel je suis le plus heureux, il y a quelques années, la synagogue de Weissthofen était en mauvais état. Cette synagogue qui marque la présence des Juifs dans ce village où nous avons perdu il y a 1 an le dernier Juif, cette synagogue risquait de disparaître. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé chercher des gens, les institutions de la République pour permettre la restauration de ce temple qui est le symbole de la présence des Juifs qui habitaient Weissthofen, qu'à l'époque, ils allaient travailler à Strasbourg, mais n'avaient pas le droit de vivre à Strasbourg. Et je suis heureux, il y a quelques jours, là où je suis, il y a un monsieur qui, restant à 1 mètre, est venu me voir et me dit, vous savez, je suis de Weissthofen. Et je me suis dit, c'est dramatique aujourd'hui, je ne peux pas l'embrasser. Alors, vous avez commencé, Monsieur Debré, vous avez commencé par, de manière magnifique, par faire ce lien, cet entremêlement entre votre histoire familiale et les valeurs de la République. Et puis, vous avez parlé de Weissthofen aujourd'hui, mais avec Chaim Musicante, on voudrait prendre un peu de profondeur historique pour voir comment la saga familiale a pu pénétrer de manière aussi forte l'histoire de France et l'histoire des Juifs de France. Alors, je vais laisser la parole à Chaim qui va vous poser une question bien précise.
Si vous me permettez 30 secondes, je m'appelle Debré. Et en faisant des recherches, ce nom n'est pas venu par hasard. C'est-à-dire que mon ancêtre, avant le grand rabbin, quand il est arrivé en France, il y avait les directives napoléoniennes qui disaient que les Juifs qui n'avaient pas de nom pouvaient en prendre un, mais c'était un nom du calendrier catholique ou de l'époque. Mais Anselme ne voulait pas trahir sa religion. Alors il est allé devant l'officier état civil et il lui a dit « Je m'appelle Després ». Et l'officier état civil n'a rien vu et a marqué Després, qui est devenu Debré. Et en hébreu, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est la racine du mot parler, mais parler pour transmettre, parler pour dire une vérité, non pas parler pour parler, mais parler pour montrer une direction et pour rappeler d'où on vient, la transmission. Pardon, voilà, je vous ai interrompu. Je vous en prie. Alors, monsieur Debré, je suis tout d'abord heureux de vous retrouver parce que dans d'autres fonctions, quand j'étais directeur général du CRIF, j'avais eu l'occasion de vous rencontrer dans vos différents postes politiques. Et là, je voudrais vous dire que j'ai eu beaucoup d'émotions à lire votre livre, Une histoire de famille, parce que votre récit, au fond, se confond avec la destinée française. Et puis, en partant de ce jour que vous venez d'évoquer à l'instant, qui est ce 9 octobre 1808, donc il y a plus de 2 siècles, où votre ancêtre Anselme Moïse va prendre le nom d'Anselme Debré, il va y avoir avec vous 6 générations de Debré. Il va y avoir donc le premier qui est donc à la fois un Razan, un chantre dans la synagogue. Il va y avoir son fils Jacques qui va être le premier élu politique de la famille. Il va y avoir ensuite le grand rabbin Simon Debré qu'on va retrouver à Sedan puis à Neuilly. Il va y avoir votre grand-père qui va être Robert, qui va être le fondateur de la pédiatrie moderne, et bien sûr votre père Michel Debré, résistant, premier ministre du général de Gaulle. Alors, et puis j'ai trouvé une phrase très très belle de votre père qui dit ton arrière-grand-père a choisi la France. Ton grand-père a honoré la France, je l'ai servi, nous avons la passion de la France. Alors, monsieur Debré, j'ai envie de vous poser une question très simple. Avec tout ce que vous portez aujourd'hui, comment on fait pour porter un petit peu tout cet héritage des Debré? En n'oubliant jamais d'où l'on vient. En n'oubliant jamais d'où l'on vient. Et cette phrase que vous avez rappelée, c'était en Touraine. Mon père était à quelques semaines de sa mort et il m'a confié cela. Et on est ce qu'on est en restant ce qu'ont toujours été mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents, fidèles à ses racines et fidèles à un esprit de respect et de tolérance. Voilà, mais c'est quelque chose de naturel. Vous savez, je me souviens toujours d'une conversation que j'avais eue avec mon grand-père et je lui avais dit « Sommes-nous libres ?» Et il m'a dit « C'est une bonne question. À chaque génération, nous avons des millions de cellules qui viennent de nos générations précédentes et qui façonnent notre caractère, qui façonnent nos ambitions. Eh bien, moi, j'ai été façonné par Anselme Moïse, pour lequel j'ai une très grande admiration, de courage. J'ai été façonné par Jacques, vous l'avez dit, le premier élu juif de Bischofszell, qui, l'une des premières décisions qu'il a fait prendre quand il est arrivé au conseil municipal, c'est qu'il y ait pour les habitants de Bischofszell la possibilité de suivre tous les cultes dans la liberté. Et lorsqu'il est décédé, eh bien, les représentants de toutes les religions étaient autour de son cercueil.
Et ma grande tristesse, quand je vais à Wechthofen, c'est que je n'ai jamais pu retrouver sa sépulture parce que pendant la guerre, on l'a fait disparaître, etc. Grande admiration pour le rabbin, pour mon rabbin, pardon, l'expérience de mon rabbin, mon grand rabbin, je l'appelle, parce que un homme de culture. Vous savez, quand j'écrivais ce livre, un jour, je suis allé, parce que j'ai imaginé des dialogues avec le grand rabbin, je suis allé devant la synagogue de Neuilly, rue Anselme, parce que je voulais me pénétrer de son esprit. Et il y a un monsieur qui passe, qui me reconnaît, qui me dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» J'ai rendez-vous avec mon arrière-grand-père. « Ah bon, il est là en ce moment ?» Je dis « Oui, c'est les grands rabbins. »« Il est grand rabbin à Neuilly ?» Il l'a été. Mais je vis tout le temps, et encore, je relisais hier soir l'humour judéo-alsacien du grand rabbin ou de son catéchisme, et je trouve que la qualité de l'écriture, la culture qu'il véhiculait est impressionnante. Mon grand-père, qui a été une personnalité éblouissante, avec un regard d'une bienveillance extraordinaire, ami de Peggy, de Valérie, qui est toujours resté à sa place, et mon père qui a choisi la République et donc De Gaulle, et qui a fait de son mieux pour la suivre. Voilà, eh bien, je ne suis rien par rapport à eux, mais je ne veux pas dénoter par rapport à eux. Alors, il y a une étape importante dans l'histoire de France et qui a également participé à l'histoire de votre famille, c'est l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus qui a été vécue où l'on a vu l'engagement de Simon Debré, mais également de Robert qui a participé ou qui a assisté au procès d'Émile Zola. Est-ce la première fois que la famille Debré a rencontré l'antisémitisme dans la France républicaine, et qu'est-ce que cette affaire comment cette affaire a finalement imprégné la suite du parcours familial? Alors, d'abord, je n'étais pas né au moment de l'affaire Dreyfus. Vous savez, l'antisémitisme a toujours marqué ma famille. Le grand rabbin, Simon, a été grand rabbin de Neuilly. Neuilly, c'est là où Drummond a lancé sa campagne antisémitique. Et d'ailleurs, Simon, au départ, n'a pas voulu le croire. Et puis, progressivement, il s'est rendu compte de l'importance désastreuse des idées de Drummond et des antisémites. Et l'affaire Dreyfus, naturellement, a marqué ma famille parce qu'elle était apparentée aussi à la famille du capitaine Dreyfus. Mais j'en reviens à moi. Lorsque mon père nous racontait l'histoire de France, il nous parlait de l'affaire Dreyfus. Car pour lui, républicain, c'était une tâche, c'était incompréhensible, c'était inacceptable. Et il nous en parlait pour dire, voilà où peut nous emmener l'antisémitisme. Voilà ce qu'il faut éviter. Et la République, ce n'est pas ça. Et je me souviens toujours avec beaucoup d'émotion lorsque à l'école militaire, il y a eu une cérémonie pour quand on a fait Dreyfus capitaine à colonel. Mon père avait une photo de ce moment-là en disant « Enfin, la vérité a éclaté ». Et donc, pour moi, il y a des grands moments de l'histoire de France. Et l'affaire Dreyfus est un grand moment, un moment terrible, mais qu'il ne faut pas oublier. Mais c'est aussi plein d'espoir. Parce que la République,
elle suppose une justice indépendante. Or, l'affaire Dreyfus, c'est la manifestation que la justice n'est pas indépendante. Moi qui suis magistrat, qui était longtemps juge d'instruction, j'avais toujours présent à l'esprit cette affaire Dreyfus, parce que les juges à l'époque étaient plus animés de politique que de recherche de vérité. Et voilà, pour moi, l'affaire Dreyfus, d'ailleurs, derrière moi, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a plusieurs livres concernant l'affaire Dreyfus que j'ai fait lire à mes enfants, que je fais lire à mes petits-enfants, encore qui sont un peu jeunes encore. Il y en a un qui le lit. Et à chaque fois, c'est un des sujets de conversation entre nous sur l'affaire Dreyfus. Ne l'oublions pas, ne l'oublions pas. La société des hommes est une société fragile et les tendances peuvent réapparaître. Et donc, n'oublions pas ce moment terrible de notre histoire qui a mis en jeu la République, l'honneur de la France, et faisons en sorte que cela ne réapparaisse pas. Alors, Monsieur Debré, un autre moment terrible du XXe siècle a été bien sûr la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on ne le sait pas toujours, mais vous avez perdu une partie de votre famille pendant la Shoah. Et puis, votre grand-père, Robert, n'a pas pu exercer toutes ses activités. Et il a été de la résistance, il a même sauvé des enfants juifs. Et votre père, Michel, également a rejoint la résistance. Et lui a été extrêmement pudique en disant, par rapport ou en mémoire à ceux qui n'en sont pas revenus, moi je ne vais rien dire. Mais est-ce qu'il vous a dit quelque chose? D'abord, un souvenir qui est pour moi très, très douloureux. C'est un jour, mon grand-père âgé avait du mal à lire et donc ses petits-enfants venaient régulièrement lui lire des articles et discuter avec lui. Et un jour, je lui dis, c'est quoi pour toi la lutte contre l'antisémitisme? Il m'a regardé, il a ouvert le tiroir de son bureau et il a sorti une étoile jaune. Et il m'a dit, c'est ça, ne l'oublie jamais. Et ça m'a profondément marqué. J'ai cette vision de mon grand-père par un mot, par une image, pas par un grand discours, à montrer comment on avait, avec quel signe, persécuté des Juifs. Et puis plus tard, j'ai appris progressivement, parce que mon père et mon grand-père avaient ce qu'on connaît bien, le syndrome du survivant. C'est le syndrome de celles et ceux qui ont frôlé la mort et qui ne sont pas arrivés sur le chemin de la mort. Et mon père, qui avait été arrêté par les Allemands et puis transféré à Orléans, a pu, avec ses camarades, s'échapper. Et je n'ai jamais pu lui faire parler, je regrette aujourd'hui, avec détail de ce moment-là, parce qu'il y avait une chose qu'il ne comprenait pas, ou qu'il comprenait mais qu'il n'arrivait pas à accepter, c'est pourquoi, lorsque la dizaine de résistants s'est échappée, son camarade à droite et à gauche sont tombés, et pas lui et pas l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome du survivant, si bien qu'à ceux qui ne peuvent pas comprendre, on n'a pas envie d'expliquer. Mais toute ma vie, je me souviendrai lorsqu'on se promenait à Paris, notamment lorsqu'on passait devant une école où il y a marqué sur une plaque ici 40 enfants juifs, on s'arrêtait. On ne passait pas devant cette plaque indifférent. On s'arrêtait. On regardait. On ne disait pas grand-chose. Mon père disait rien. Mais il disait, n'oubliez pas. Et de même,
lorsqu'on se promenait dans Paris et qui est marqué ici est tombé pour la résistance, il n'était pas question de passer devant ces pancartes sans un moment d'arrêt. Et il y a quelque temps, avant d'être confiné, je me promenais avec un de mes petits-enfants, il avait 10 ans, et je m'arrête, instinctivement. Et il me dit, mais on n'est pas arrivé. Je dis, non, on n'est pas arrivé. Mais tu vois, ceux-là, ils ne sont jamais arrivés et ils ont fait que tu pourras, toi, arriver où tu veux aller. Et je crois que c'est encore ça la transmission, c'est encore ça l'héritage. Et la résistance, pour moi, je suis né après la guerre, ce sont des noms qu'on citait avec, mon père et ma mère citaient avec beaucoup de respect, qu'au départ, je ne comprenais pas parce qu'ils n'étaient pas là. Mais j'ai appris après qu'ils ne sont jamais revenus de là où on les avait emmenés. Et quand mes 3 enfants ont eu un âge suffisant, j'ai voulu les accompagner et les emmener dans un camp de concentration pour qu'ils voient. Rien n'est pire que d'oublier. Et ouais, si aujourd'hui, je vais dans les périodes normales souvent dans des écoles pour parler de la République, je parle naturellement de la République, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle incarne, mais aussi de ces moments où la République n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle devrait être, mais qu'il ne faut pas oublier. Alors, Monsieur Debré, un tout autre sujet, parce que ce que vous dites est extrêmement important, mais souvent on associe, on rappelle cette forte amitié entre la France et Israël. À l'époque, Simon et Robert Debré gardaient une certaine distance par rapport au sionisme. On a également observé une vraie sympathie de Michel Debré dans les premières années pour la cause sioniste. Et puis, lorsque le général de Gaulle reçoit Ben Gourion, il parle d'Israël, notre ami, notre allié. Le fait est que il y a le 27 novembre 1967, il y a cette phrase lourde de conséquences dont Aron disait qu'elle avait réhabilité l'antisémitisme en France lorsque le général de Gaulle avait qualifié le peuple juif de peuple d'élite, sûr de lui et dominateur. Que pouvez-vous nous dire de cette relation avec Israël, cette relation évidemment de Michel Debré, et qu'en est-il aujourd'hui également? Israël, au soir de Pessah, qui commémore la sortie d'Égypte et de l'esclavage, la liturgie du Seder, la Pâque juive, se termine par cette prière en forme de vœu l'année prochaine à Jérusalem. Israël a toujours été présent, mais pour écrire mon livre sur l'histoire de famille, je suis allé rechercher le regard que 3 générations, Simon, Robert et Michel, portent à Israël et en tout cas pour Michel et pour Robert sur le sionisme. D'abord, je pense qu'il ne faut pas déconnecter leur position du contexte historique. Pour Simon, le grand rabbin, il y avait un très grand respect pour ce que incarnait et ce qu'incarne Israël. Mais
il faut savoir d'où il vient, Simon. Son grand-père, son père ont quitté la Bavière, sont devenus français. Et pour lui, ce qui compte avant tout, c'est sa reconnaissance en la France, sa reconnaissance en la République et son attachement à la communauté nationale. Il ne s'agit pas de nier l'importance, le rôle, le symbole d'Israël, mais d'abord de réaffirmer son attachement à la terre qui nous a accueillis. Robert, alors c'est l'époque du sionisme, lui a une position très, très claire, beaucoup plus claire. Il est fils de rabbin. Il est fils de rabbin et sa mère est fille de rabbin. Il a raconté toute son enfance à la synagogue de Neuilly. Mais lui est agnostique, mais il respecte toutes les religions. Et pour lui, une religion ne doit pas être attachée à une terre. C'est une idée qui doit rassembler partout et non pas forcément s'incarner dans un pays. Et il est très réservé sur le sionisme. Mon père, vous l'avez dit, et j'ai un souvenir d'enfance, en 1959, je pense, lorsque le président Ben Gourion est venu en France, le bonheur de mon père et de ma famille. J'ai encore le petit cadeau donné par Ben Gourion, symbolique à mon père, qui était pour lui quelque chose de très important. Et de toutes les visites officielles que j'ai pu regarder de ma petite taille à l'époque, la visite de Ben Gourion, c'était un moment important. Après, je vais dire, il faut replacer ça dans tout le contexte politique. Voilà la France qui donne l'indépendance à l'Algérie, qui se libère de ses colonies et qui a du mal à accepter d'être restreint sur son propre territoire français et qui veut avoir des relations avec les pays arabes. Et puis De Gaulle, qui est issu d'une famille française, authentiquement française, dans laquelle on est toujours été très réservé vis-à-vis d'Israël. Alors, je crois que mon père a été surpris par la phrase du général de Gaulle, mais je crois que c'était une phrase politique, avec une arrière-pensée très forte vis-à-vis de nos anciens pays de l'Afrique du Nord, en disant, vous voyez, la France, elle ne vous oublie pas et elle ne s'est pas rangée du côté de vos adversaires. Et puis la guerre des 6 jours, De Gaulle, je crois, était très, très vexé de tout cela. Voilà, je crois qu'il faut pas l'oublier. Alors chacun fait ce qu'il veut, mais je crois que nous devons avoir un grand respect à l'égard de ce qu'incarne Israël, cette nation, et faire en sorte que Israël puisse vivre libre comme elle l'entend, avec des frontières respectées. D'ailleurs, mon grand-père disait jamais dans cette région du monde il y aura la paix, car voilà un petit peuple, peu nombreux, le peuple qui vit en Israël, entouré d'un monde hostile dont la démographie est galopante et qui ne va avoir de cesse
que de vouloir s'emparer des terres israéliennes. Voilà, donc 3 générations marquées par le judaïsme, mais 3 générations qui ont un regard différent du sionisme, mais tous finalement un grand respect pour la nation israélienne. Alors, Monsieur Debré, vous venez d'évoquer son nom, le général de Gaulle, et c'est bien sûr, je dirais, le moment le plus extraordinaire de la rencontre entre la famille Debré et l'histoire de France. Tout commence le 22 août 1944, quand le jeune commissaire de la République, qui a 32 ans, il s'appelle Michel Debré, va rencontrer pour la première fois de sa vie le général de Gaulle à Laval. Et ça va être le début d'une fidélité sans épreuve de votre père vis-à-vis du général de Gaulle. On connaît la suite. Votre père va être pratiquement celui qui va écrire la Constitution de la Ve République. Il sera de 1959 à 1962 le premier Premier ministre du général de Gaulle. Il occupera d'autres fonctions. Et on peut dire que jusqu'à la mort du général en novembre 1970, votre père sera une fidélité sans faille vis-à-vis du général. Alors, bien sûr, votre père a rencontré et a travaillé avec un géant de l'histoire. Alors, j'aurais envie de vous demander, est-ce que c'était une amitié partagée, un respect partagé? Et vous, quels sont les souvenirs que vous avez du général de Gaulle? Oh, j'ai beaucoup de souvenirs. D'abord, je crois que c'est important. Mon père faisait partie de la résistance intérieure. Et je crois qu'il est parti dans la résistance quand il a compris, comme beaucoup de hauts fonctionnaires, que le régime de Vichy était incompatible avec la République. Et donc, c'est sa démarche républicaine qui l'a poussé vers De Gaulle. Alors, quel souvenir! Quel souvenir! Il se bouscule dans ma tête. Mais quelque chose qui va me marquer profondément, après-guerre, après le départ du général de Gaulle, autant que je m'en souvienne, chaque année, nous allions le 18 juin au Mont-Valérien. Moment familial où ma mère conduisait la voiture, mon père conduisait très mal, il fallait mieux qu'il ne conduise pas. On partait tôt, on nous habillait bien, on allait rencontrer le général de Gaulle. Et pour moi, c'était un moment extraordinaire car c'était la traversée du désert et toutes les honorabilités ne venaient pas, c'était pas bien vu. Et donc là, j'avais un grand personnage qui arrivait et qui nous disait bonjour, s'entretenait. C'était mon de Gaulle. Et puis, 1958 arrive. Alors là, beaucoup de monde, des généraux, des préfets, des décorations, alors que nous n'avions avant pas de problème pour être au premier rang. On nous pousse, on nous... Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Le général est revenu au pouvoir. Et c'est là où j'ai découvert les courtisans. Et moins vous avez été courtisan dans le passé, plus vous devez en faire du bruit. Et je me disais, voilà, moi, avec mes parents, qui sommes venus pendant 10 ans, le soir, dire bonjour au général. Le général prenait du temps. Tout d'un coup, une foule immense de personnes que je n'ai jamais vues. Et ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. Alors, j'ai d'autres souvenirs moins glorieux pour moi. Je me souviens d'un soir, c'était redoutable. Mon général de Gaulle nous avait invités avec mes parents en famille à dîner. Alors, c'était un moment très difficile parce que ma mère, dès
dès 18 heures, nous passer en revue, les ongles, les mains, on allait chez le coiffeur, on était propre, on était astiqué, vous savez, comme lorsqu'on va passer une revue. Et puis, ce qui était terrible, c'est que la veille, le général avait fait appeler ma mère pour avoir nos résultats scolaires. Et je dirais que les miens pouvaient être meilleurs. Et donc, le dîner s'est passé bien et arrive le moment redouté. Le général nous interroge mes frères et moi. Alors, c'est terrible d'être interrogé par le général de Gaulle sous le regard de ses parents qui nous regardent, nous scrutent, nous écoutent, s'attendent au pire. Et le dîner auquel je pense, cette fois-ci, les questions ont commencé par moi. Et j'aimais bien faire rire mes frères. Et le général me regarde et dit Jean-Louis, d'abord tes résultats, ils pourraient s'améliorer. Ma mère nous avait toujours dit répondez oui, mon général. Oui, mon général. Alors, je vais te poser une question, Jean-Louis. Si je te dis Birakem, ça t'évoque quoi? Alors moi, voulant faire rire, j'ai mon général, une station de métro. Mes frères, très heureux que la question ne leur ait pas été posée, rient discrètement. Mes parents sont effondrés. Le général trouve ça moyennement drôle. Et je ne vous raconte pas la leçon que j'ai reçue, le dîner fini et revenu à la maison. Mais je me souviens que 2 ou 3 jours après, remis par le général de Gaulle, mon père m'a donné de sa part une photo du général Koenig, devenu depuis maréchal de France. Voilà, ce sont des souvenirs aussi anodins, mais qui pour moi m'ont profondément marqué, comme d'autres. Vous êtes là en présence d'un personnage, vous avez 15-16 ans, immense, dont vous avez vu dans l'appartement familial des photos, dont on sait que votre père travaille avec lui, pour lui, et être face à lui, c'est quelque chose dont, sur le moment, on ne mesure pas l'importance, mais qui, après, prennent un relief exceptionnel. Monsieur Debré, il y a un autre personnage de l'histoire de France qui a marqué votre parcours. C'est une question peut-être plus intimiste pour vous. Il s'agit de Jacques Chirac. Vous avez tissé des liens d'amitié très rares dans le monde de la politique, empreint de confiance, de respect. Est-ce qu'on peut dire que cette relation que vous avez entretenue avec Jacques Chirac est du même type que celle de votre père avec le général de Gaulle? Et qu'est-ce que vous êtes beaucoup exprimé il y a quelques mois sur le parcours de Jacques Chirac et sur votre parcours commun, mais qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui également garder de cette histoire plus récente avec le président Chirac? Alors, ne comparons pas les relations de mon père avec le général de Gaulle avec celles que j'ai pu avoir avec Jacques Chirac. Ce sont des époques différentes. Il y avait la Résistance, il y a eu la 4e République, il y avait des combats très durs ensemble. Pour moi, c'est une affection très profonde. Il y a des moments dans la vie où vous rencontrez quelqu'un et il se passe quelque chose. Et je me souviens, c'était le
le général de Gaulle était encore au pouvoir, mon père était au gouvernement, et le général venait, c'était en 1967, de prononcer du haut du balcon de Montréal, « Vive le Québec libre !» Drame épouvantable. Le général revient plutôt en France. Je dîne ce soir-là avec mon père et il me dit ben, il faut que j'aille accueillir le général de Gaulle qui revient du Canada. Est-ce que tu veux m'accompagner? On continuera à parler ensemble, car mon père prenait régulièrement ses enfants séparément et il dînait avec eux pour parler, échanger. Et donc, je vais avec lui, c'était, je me souviens, au pavillon d'Orly. Il y avait tous les membres du gouvernement, avec le même costume, la même taille, rangés en file indienne. L'avion a du retard. Et au bout de cette ligne, un grand personnage énorme qui, toutes les 5 minutes, sort dehors pour fumer des polmos, pour fumer des cigarettes. À l'époque, je fumais. Et je me retrouve en train de fumer avec lui 1 fois, 2 fois, 3 fois. La 3e fois, je dis, monsieur, je ne savais pas qui était ça. Il était secrétaire d'État, je ne sais plus à quoi. On parle bien ensemble, il me demande qu'est-ce que je fais. À l'époque, je commençais un doctorat en droit, je voulais me diriger vers la magistrature. Et je lui dis, j'ai envie de parler avec vous. Vous savez, je l'avais fait dans toute ma vie. C'est peut-être un mauvais réflexe, mais chaque fois que je vois une personnalité importante, je vais la voir, je dis, je voudrais passer 1/4 d'heure avec vous pour parler. Donc je dis, monsieur, est-ce que je voudrais bien parler avec vous, discuter de tout, de rien, de n'importe quoi. Il me dit, oui, donne-moi ton numéro de téléphone. Je lui donne mon numéro de téléphone et je me dis, c'est comme tous les politiques. Le coup de téléphone, je ne l'aurai jamais. 2 jours après, alors, ici, c'est Jacques Chirac. Ah, bonjour. On déjeune ensemble? Oui, si vous voulez. On se retrouve au drugstore des Champs-Élysées. Alors, j'arrive, il arrive un petit peu retard, un stage immense. D'ailleurs, j'avais bon appétit, mais je me rends compte que j'avais quelqu'un qui avait encore meilleur appétit que moi. Je suis fasciné par le nombre de bières qu'il boit, et on parle. Et on descend les Champs-Élysées comme 2 collégiens, comme je l'ai souvent quand je séchais les cours. Et puis, on ne s'est jamais quitté. Et un jour, quelque temps après, elle me dit, est-ce que tu veux rentrer à mon cabinet? Alors, j'avais dit non au départ, parce que j'avais intégré la magistrature. Et puis, un remaniement gouvernemental, il va à l'agriculture et il me dit, est-ce que tu veux venir à l'agriculture avec moi? Et là, je dis, pourquoi pas? Et je ne l'ai jamais perdu de vue, sauf lorsqu'il a été maire de Paris, car là, je voulais retrouver mon métier de magistrat. Mais voilà, je me sentais bien. Et surtout, si vous voulez, j'étais très, très frappé, moi qui observais beaucoup les hommes politiques. Les hommes politiques vous regardent, mais ils s'en foutent. Ils vous parlent, mais ils ne vous écoutent pas. Ils vous serrent la main, mais ils regardent au suivant, et là, il y a un compteur pour savoir combien de mains ils ont compté. Ils ont serré. Et avec Chirac, c'est comme avec mon père ou mon grand-père, je pouvais parler. Je pouvais, avant qu'il soit Premier ministre, mais même après, dire voilà, j'ai des doutes, je m'interroge, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que vous en pensez? Et il y avait un dialogue. On vit dans un monde où ce sont des monologues qui sont juxtaposés. Là, et surtout en politique, là, il y avait un véritable dialogue. Et puis, j'ai toujours été très frappé par
ces marques d'affection. Vous savez, moi qui regarde beaucoup la politique, les hommes politiques s'intéressent à vous lorsque vous avez une fonction, lorsque vous n'êtes plus rien. Ça n'intéresse personne. Eh bien, lorsque j'ai quitté la politique, eh bien, il a continué à me parler. Et puis, j'étais président de l'Assemblée et je le vois arriver un jour parce qu'on avait une règle à tous mes anniversaires. Il venait dîner avec moi et mes enfants et ma femme. Et à la fin d'un dîner, il me dit, tu sais, dans 3 ans, je ne serai plus président de la République. Je voudrais que tu réfléchisses, parce que avant 3 ans, dans 2 ans, la présidence du Conseil constitutionnel va se libérer. Et je voudrais te nommer. Oh, je dis, monsieur, je suis très heureux là où je suis à l'Assemblée nationale. Je vous suis très reconnaissant, parce que je vous voyais et me tutoyais. Parce qu'en politique, c'est comme ça. Quand vous êtes au pouvoir, tout le monde vous tutoie. Quand vous êtes au pouvoir, personne ne vous parle. Et je dis, monsieur, je suis très reconnaissant, mais non. Ma vocation, c'est quand j'aurai quitté l'Assemblée, que vous aurez quitté le pouvoir, moi je vais quitter la politique et je vais repartir en juridiction parce que j'aime ça, parce que c'est ma vocation. Puis, régulièrement, quand je voyais, tu as réfléchi à ce que je t'ai demandé? Non. Et puis, quelques mois avant que le Conseil ne se libère, il vient me voir à l'hôtel de l'Assay, un soir, et on dîne ensemble, et il me dit, voilà, je vais te demander quelque chose. Je veux que ma dernière grande décision, elle te concerne. Ma première décision quand j'ai été élu président de la République, ça a été de te promettre d'être ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, j'ai su que je serais ministre de l'Intérieur avant que Juppé ne sache que je serais son ministre de l'Intérieur. Et il me dit, donc, je veux que la dernière décision, elle te concerne. Et tu ne peux pas refuser. Et je n'ai pas refusé. Alors, monsieur, oui. Vas-y, Chaim. Et je voudrais quand même que l'on rappelle que Jacques Chirac, c'est également sa déclaration de 1995 sur la responsabilité de la France sur la Shoah, et c'est également le grand hommage au juste, au Panthéon. Est-ce que vous avez été associé à ces grandes décisions? Non. Je les ai vus, j'étais au Panthéon. Pour moi, ça a été un moment extraordinaire. Le discours sur le Veldiv. Enfin, une personnalité regardait l'histoire. L'histoire, il faut la regarder, non pas en ne cherchant que ce qui vous intéresse, mais l'histoire, c'est un ensemble. Et voilà, le président de la République, de manière tout à fait exceptionnelle, va reconnaître la responsabilité de la France. Vous savez, le Veldiv, c'est un souvenir d'enfance. Mon grand-père ne voulait pas passer devant le Veldiv. Jamais. Lorsqu'on était en voiture avec lui, non, pas par là, on passe par là. Il y avait des endroits qu'il évitait, l'hôtel Lutetia, il évitait, l'hôtel qui se trouve au Rivoli où était la Gestapo, il n'y passait pas. Et donc, tout d'un coup, que le président de la République reconnaisse l'histoire de France et ne passe pas par mépris ou par indifférence ou par calcul un épisode peu glorieux, ça a été pour moi un grand moment. De même, et je me souviendrai toujours de cette cérémonie, d'ailleurs en présence de Simone Veil au Panthéon. D'ailleurs,
je crois qu'il faut toujours lier les deux discours. Le discours de la reconnaissance de la France dans les crimes commis aux Maldives, mais aussi l'extraordinaire comportement de ces justes qui ont sauvé des familles et des familles juives au péril de leur vie. Les deux discours doivent être mis en parallèle. Alors, Monsieur Debré, je reviens au village d'où tout est parti, le village de Westhofen. Et malheureusement, vous y êtes retourné en décembre dernier, car dans le village de vos ancêtres, de vos aïeux, il y a eu une profanation du cimetière juif. Vous y êtes allé, je crois, en présence du ministre de l'Intérieur. Alors, je voudrais avoir, au-delà de cet événement inqualifiable, je voudrais avoir votre sentiment sur l'antisémitisme aujourd'hui en France, parce que on peut avoir une version pour se rassurer et se dire que les profanateurs de cimetières, ce sont quelques voyous égarés, mais depuis 20 ans, on assiste dans notre pays à la recrudescence d'actes de violence. Il y a eu une quinzaine de juifs qui ont été tués, et donc beaucoup de juifs depuis 20 ans s'interrogent. Et comme vous le savez, ces dernières années, plusieurs milliers de Français juifs ont décidé de partir pour Israël, de partir pour les États-Unis, de partir à Londres ou ailleurs. Alors, la question que je vous pose est très difficile. C'est quel est votre diagnostic sur l'antisémitisme en France, dans notre France républicaine? Comment vous imaginez l'avenir et que dites-vous à tous ces juifs qui, doutant de la République, disent « il n'y a plus d'avenir pour nous, on part ». C'est difficile, vos questions ne sont pas faciles. D'abord, dans ces périodes de doute, d'incertitude, où on désespère de ne pouvoir espérer en l'avenir, on voit ressurgir des haines, des agressions. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire de France. On l'a déjà vu. Personne n'incarne vraiment la République. Et encore une fois, le doute engendre des réactions dont la haine. Donc, dire que l'antisémitisme va disparaître, non. La haine ne disparaît pas, malheureusement. Et toute l'histoire du monde et toute l'histoire de la France montre que dans ces périodes incertaines, imprévisibles, ces phénomènes ressurgissent. Alors, que faut-il faire? Je ne porte pas de jugement sur ce que font les autres. Je dis simplement que, du fait de ce que j'ai reçu, du message que m'ont transmis mes arrière-grands-parents, Anchel, Moïse, Jacques, le grand rabbin Simon, Robert, Michel, la défense de la République, elle se fait ici. La défense de la liberté, elle se fait ici. La défense du respect des autres, elle se fait ici. Ce n'est pas en partant, en laissant le terrain aux autres, que l'on va, quand on aime son pays comme on doit l'aimer, ce n'est pas une solution. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que souvent j'allais dans les écoles, dans les collèges, et souvent, et même pratiquement toujours, je dis, vous savez, je suis le petit-fils d'un homme pour lequel j'ai une très grande admiration, qui est le grand rabbin, qui était un grand rabbin. Ah,
vous êtes juif, je suis l'héritier d'une tradition qui a fait la France, où toutes les religions sont présentes et doivent être respectées. Et je me dis à chaque fois, forgeons des hommes et des femmes qui aiment tellement la France, ont tellement envie de servir la République, qu'ils restent sur le territoire pour incarner cette génération de tolérance, de respect de l'autre. Et donc, mais c'est ma position, hein, je ne veux pas du tout donner de leçons à qui que ce soit. Pour moi, c'est ici, au milieu des miens, avec ce que je peux faire, que je lutterai le mieux contre l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, plutôt que de partir à l'étranger, car c'est pour moi, permettez-moi de le dire, ça serait pour moi fuir mes responsabilités et de ne pas être fidèle à une tradition que j'ai reçue de mes ancêtres. Alors, Monsieur Debré, avant de vous poser une question plus terre à terre sur la situation de crise que nous traversons, je vais simplement rappeler à nos spectateurs qu'ils peuvent nous poser des questions en utilisant la fonction Q&R et Bernard Musicante fera le relais de ces questions dans quelques instants. Ma question, Monsieur Debré, porte sur la crise du coronavirus et je voudrais vous demander simplement comment, en tant que personnalité, comme tout simplement, vous vivez cette crise et en tant qu'ancien responsable politique, comment vous voyez une éventuelle sortie de crise et comment vous observez les réponses apportées par le politique à aujourd'hui. D'abord, je n'ai de leçons à donner à personne. Claire. Deuxièmement, qui est capable de dire ce qui va se passer? Troisième réflexion, les moyens modernes de communication sont de plus en plus anxiogènes. Qui croire? Qui suivre? On dit tout et son contraire. On vous livre ça à 20h et sur les réseaux sociaux. Il crée le doute et l'angoisse. Revenons à la République. Ce qui m'importe dans la République, c'est le mot fraternité. Et je me dis que pour éviter la contamination de ce virus, dont on ne sait pas d'où il vient, quand il partira et les dégâts qu'il fera, soyons fraternels et restons chez nous, confinés dans la mesure où c'est possible. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis très attentif et je crois que je me suis toujours méfié en politique de ceux qui vous disent « il n'y a qu'à Faucon ». Il n'y a qu'à quoi? Faut qu'on fasse quoi? Personne ne le sait. Alors, soyons responsables, essayons d'aider, d'encourager celles et ceux qui soignent, aident, recherchent, et puis restons modestes. Alors, Monsieur Debré, vous venez de parler à l'instant de fraternité. Alors, peut-être en conclusion de notre entretien, avant de donner la parole à ceux de nos amis qui souhaitent vous poser des questions, j'ai envie de vous demander, après avoir terminé votre livre, Une histoire de famille, hein, que je recommande à chacun d'entre vous, au fond, vous arrivez à quelle conclusion qui est, moi, Jean-Louis Debré, je suis qui? Je suis quelqu'un qui a des racines juives,
qui assume également les choix de mon père d'embrasser le catholicisme. Je suis un fervent défenseur des valeurs de la République française. Et j'ai envie de vous dire, au fond, quel est le message que vous transmettez à vos enfants et à vos petits-enfants? D'ailleurs, d'abord, au niveau de la religion, quand on m'interroge quelle est votre religion, je dis écoutez, moi je suis juif par mon arrière-grand-père, agnostique par mon grand-père et catholique par mon père. Je respecte toutes les religions. Le message que j'essaie de faire passer, c'est ce message de liberté. Être libre dans ses choix, être libre dans ses recherches, ne pas avoir de tabou, essayer de comprendre notre époque, comprendre les hommes et les femmes qui vivent cette époque avec leurs difficultés. Ne soyons pas enfermés dans une conscience de classe, de religion, mais ouverts. Et j'étais très frappé quand j'étais jeune par mon grand-père. À 90 ans, j'avais jamais vu un homme aussi curieux, jamais blasé. Ne soyons pas blasés, résignés, sceptiques. Soyons optimistes. Vous savez, surtout en cette période, le philosophe Alain avait une phrase que j'aime beaucoup et à laquelle je pense: le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Eh bien, soyons optimistes, volontaires et ouverts sur les autres. Chacun, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, a quelque chose à nous apporter, a quelque chose pour nous enrichir intellectuellement. Et ça, ouvrons-nous sur les autres. Ne restons pas repliés sur nous-mêmes, enfermés dans nos certitudes et dans nos vérités. C'est ça qui est fantastique, c'est de pouvoir toujours se remettre en cause, écouter, entendre. On vit dans un monde où personne, on entend tout le monde, mais on écoute tout le monde, mais on n'entend personne. Eh bien, soyons ouverts, respectueux, écoutons les... J'adore, j'ai un voisin ici qui est plutôt communiste. Comme il me dit, je suis le seul communiste qui a voté Chirac. Et j'adore quand, lorsqu'on n'était pas confiné, je suis avec lui et qu'on refait la France derrière une bière. J'écoute. Et tout ce qui est dit n'est pas faux. Tout ce qu'il dit n'est pas idiot. Et je m'enrichis, même si je ne participe pas de la même réflexion, de ses remarques, de son expérience. Voilà, si vous voulez. Donc, je dis à toutes celles et tous ceux que je rencontre, soyez optimistes et donc soyez volontaires. Alors, on va passer à quelques questions, si vous permettez, Monsieur Debré. Je vais passer la parole à Philippe Meyer, qui est le président du Mnébrit de France, pour la première question. Ensuite, Yves Rouas pour la question suivante, et puis Bernard également, qui relaiera quelques-unes des questions de nos spectateurs. Philippe. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord vous remercier pour ces témoignages très émouvants que vous avez fait la chance de partager avec nous ce soir grâce à l'Écuge et à la loge Gershwin du Mnébrit. Tous ces témoignages ont montré à quel point votre histoire, votre famille, vos racines ont participé profondément à l'apport des Juifs à la République, à la France. Je voudrais simplement rappeler que le Mnébrit de France a organisé il y a quelques mois une grande exposition sur cet apport des Juifs à la France depuis 1789 et nous avions à cette occasion présenté les travaux notamment de Michel Debré, dont vous avez évoqué la mémoire à de nombreuses reprises, père de la pédiatrie en France. Et
et cet apport que vous incarnez et que votre famille incarnait, évidemment, nous touche beaucoup et nous intéresse énormément, nous, Omnibrites. Par rapport à cet héritage culturel et par rapport à votre histoire politique et familiale, je souhaiterais simplement revenir, si vous le permettez, à un thème qu'a évoqué Chaim Musican tout à l'heure, c'est celui de l'antisémitisme. Avec tout ce que vous portez comme héritage, comme expérience politique, comme vision de la France et du monde, ma question va être très franche. Qu'est-ce qui, selon vous, dans notre pays, a finalement cloché depuis 20 ans? Qu'est-ce qui a fait, quelle étape avons-nous raté collectivement dans ce pays pour que 75 ans après la Shoah, on ait à nouveau tué des juifs français parce que juifs? Qu'est-ce qui a fait que finalement cet antisémitisme en est arrivé là, ne régresse pas? Je ne parle pas des situations dans d'autres pays, je parle de la France. Où se cache ou se situe cet échec peut-être collectif de la France pour un résultat aussi terrible? Merci, Monsieur le Président. D'abord, l'antisémitisme ne se vit pas qu'en France. Deuxièmement, je pense que nous avons tous une responsabilité collective et individuelle dans le fait qu'on n'apprend pas assez notre histoire nationale. Et que souvent, on passe vite sur ce qui n'est pas glorieux. Je pense qu'on devrait impérativement imposer des classes d'histoire. C'est très bien d'apprendre les Mérovingiens, l'histoire de Rome, la monarchie, mais apprenons l'histoire de la République. Deuxièmement, et d'ailleurs, je reprends ce que disait Simon, qui avait fait à la fin d'un livre de prière un petit additif sur les devoirs civiques. Apprenons à nos enfants ce qu'est le civisme, le devoir, et dans ce civisme, ce respect de l'autre, quel qu'il soit. Donc, l'appréhension de l'histoire, du civisme, et puis n'ayons pas de complexe. N'ayons pas de complexe. Quelque temps avant d'être confiné, je vous l'ai dit, je fais une conférence à Lyon. Et à la FNAC de Lyon. À la fin de la conférence, il y a un monsieur qui vient me voir. Il dit, écoutez, ce que vous avez dit, c'était remarquable. Mais je vais vous faire un reproche. Quel monsieur? Ne dites pas que vous êtes d'origine juive. Et je dis, monsieur, mais c'est intolérable ce que vous me dites. Je suis ce que je suis. Parce que mes origines sont là. Alors, on n'a pas, je pense, et d'ailleurs, ça m'a enseigné une chose, c'est que chaque fois que je suis, quelque part, je vous l'ai dit tout à l'heure, oui, Simon, oui, je suis fier. Je ne suis pas chez moi à Paris là, mais j'ai mis derrière mon bureau, quand on vient faire des photos, le portrait de Simon. Pour ne pas cacher. N'ayons pas de complexe. Affirmons ce que nous sommes. Donc voilà, c'est une faute collective, on a peur. Peur. Il y a un monsieur qui m'a dit un jour, vous savez, regardons l'avenir et ne parlons pas du passé, ça n'a pas été très glorieux, et puis tous ces camps de concentration, mais c'est du passé, oublions. Non, n'oublions pas. Non. Regardons les choses en face, clairement, pour qu'elles ne reviennent pas. Et donc je pense qu'il y a une espèce d'ambiance. Vous savez, je les appelle, ces gens-là, les marquis de coton. Ils gobent tout, ils engobent tout et ils atténuent tout. Ben non.
ayons le courage de rappeler un certain nombre de moments de notre histoire. Et donc, réapprenons l'histoire, l'instruction civique, et soyons déterminés à ne pas passer sous silence certains moments de notre histoire. Yves Rouas, une question pour Monsieur Debré. Écoutez, Monsieur le Président, je viens de passer encore un moment… J'adore quand on m'appelle Monsieur le Président, parce que généralement, quand on m'appelle Monsieur le Président, maintenant, je me retourne pour savoir si c'est quelqu'un qui me suit. Alors, moi, j'ai passé encore une agréable après-midi en vous écoutant. En plus d'être magistrat, d'être ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel et surtout aujourd'hui président des Archives de France, ce qui est quand même important pour la mémoire et pour la transmission, j'ai deux questions un petit peu plus légères. Je voudrais savoir d'abord, vous allez une fois par an sur les tombes de votre famille à Westhoffen. S'agit-il d'une date particulière? Et deuxième question, vous avez préfacé le livre de votre arrière-grand-père Simon sur l'humour judéo-alsacien. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de ces bonnes histoires juives? Je vais une fois par an, je vais souvent à Westhoffen. Je vais dans le cimetière de Westhoffen à chaque fois, mais il n'y a pas de date précise. Par contre, ce que je fais, c'est que je vais, j'y suis allé récemment, au cimetière du Père-Lachaise, sur la tombe de Simon Debré. Là aussi, il n'y a pas de date précise. Souvent, j'éprouve le besoin d'aller me retrouver avec les membres de ma famille. Comme je vous l'ai dit, j'aime bien dialoguer avec eux. Et quand je suis sur la tombe de Simon, je lui parle et il me parle. Quand je suis sur la tombe de mes ancêtres, il me raconte des choses. J'aime les retrouver. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je ne me souviens plus. Une bonne histoire juive que raconter. Écoutez, d'abord, j'ai été très heureux de contribuer par cette préface à sortir le livre de Simon, l'humour judéo-alsacien, avec toute l'affection, l'admiration, le respect que je porte pour Simon. C'est un livre qui est très dans la conjoncture de l'époque. Et je ne suis pas sûr qu'il me fasse rire tout le temps. D'ailleurs, je ne comprends pas tout. Mais quel bonheur. Vous voyez, quand je suis allé sur la tombe de Simon au Père-Lachaise, je lui ai apporté ce livre. Et si vous me donnez 30 secondes, je vais vous raconter une toute petite histoire qui m'a marqué profondément. J'étais au Conseil constitutionnel et je fais beaucoup de bicyclette. Et un jour, je m'arrête à un feu rouge et un monsieur qui me dit « Est-ce que je peux vous dire un mot ?» Oui, monsieur. Je m'arrête, je pensais que j'avais brûlé le feu rouge, je vais marcher sur les pieds, non pas du tout. Il me dit « Voilà, je suis juif, je vais bientôt mourir. Et j'ai chez moi tous les écrits de votre arrière-grand-père. Je vais vous les donner. » Je dis « Monsieur, merci beaucoup, je viens les chercher. » Non. Je vous les apporterai quand j'aurai décidé. Quelques semaines plus tard, au Conseil constitutionnel arrive un paquet avec toutes les œuvres de mon arrière-grand-père. Et je n'ai jamais su qui me les avait adressées. J'ai fait toutes les recherches possibles. Personne, je n'ai jamais eu son nom. Et pour moi, c'est l'image de la transmission. Il m'a transmis mon héritage et notamment ce livre sur l'humour judéo-alsacien dont je ne trouve pas ça très drôle. Mais on va lancer un appel auprès de nos spectateurs. Peut-être est-il là. Faites-nous signe. Je vais laisser la parole maintenant, Monsieur Debré, si vous voulez bien, à Bernard Musicant pour relayer 2 ou 3 questions du public. Bernard. Oui.
Merci Monsieur Debré. Donc, il y a plusieurs questions, il y a beaucoup de questions évidemment. D'abord, bravo pour votre prestation passionnante. Il y a une question sur le rôle des femmes dans votre famille et quel a été le rôle des femmes de la famille dans la transmission et la société. Alors, essentiel. Essentiel, d'abord parce que Simon avait épousé une jeune Trenelle. Trenelle était le directeur du centre hébraïque de Paris. Et elle a forgé le caractère de mon grand-père. J'ajoute que Marianne Trenelle était apparentée à la femme du capitaine Dreyfus. Important ce rôle parce que mon grand-père va épouser une femme catholique, mais pas n'importe quelle catholique. C'est la femme d'un peintre qui d'ailleurs a perdu toute sa clientèle parce qu'il a, à la demande des amis d'Émile Zola, illustré le J'accuse de Zola par un tableau qui s'appelle La vérité sortant du puits. Et que ma grand-mère a été l'une des premières internes des hôpitaux de France et l'une des premières chefs de clinique des hôpitaux de France. Et d'ailleurs, c'est mon père qui, lorsqu'il a créé l'ENA, l'a ouvert aux femmes et qui, lorsqu'il a été ministre de la Défense nationale, a ouvert l'école polytechnique aux femmes. Donc, la transmission. Et j'ajoute que le grand rabbin Simon Debré, d'ailleurs je l'ai interrogé quand je suis allé le rencontrer, entre guillemets, rue Ancel, a ouvert la synagogue de la rue Ancel aux femmes et aux enfants, car il pensait que la religion se vivait ensemble. Donc les femmes jouent un grand rôle dans ma famille. D'ailleurs, il n'y a pas de famille sans l'autorité de la femme. Et ma mère, qui était la fille d'un architecte connu, Charles Maresquier, qui a construit le cercle militaire notamment, nous a élevés dans cette tolérance à l'égard de toutes les religions. Bernard, une autre question? Oui, une autre question. On va parler un peu de prospective. Et puisque vous avez été président du Conseil constitutionnel, la question c'est par rapport à la Constitution et à la modernité de la Constitution, par rapport à la laïcité, par rapport à la transmission de l'information maintenant sur Internet. Est-ce que ce monde qui se transforme et qui se transforme encore plus maintenant avec le coronavirus et tous les impacts qu'on a vus, est-ce que la Constitution est adaptée à ce monde? Vous savez, la France est un pays extraordinaire. Nous sommes le seul pays au monde occidental, à changer de constitution régulièrement. Ça fait penser aux joueurs de football qui, lorsqu'ils ratent le but, il y a deux solutions. Ou on agrandit les buts, ou ils travaillent. Le thème de réforme de la Constitution, c'est un thème qui est pris par les politiques, quels qu'ils soient, pour avoir leurs propres règles. Le problème de la laïcité, pas besoin de la Constitution. Toutes les lois prévoient que, et les textes constitutionnels prévoient le principe de la laïcité. D'ailleurs, quand j'étais au Conseil constitutionnel, nous avons appliqué comme règle constitutionnelle la règle de la laïcité. Je vous renverrai à la décision que nous avons prise. Donc, pourquoi changer les textes? Appliquons-les. En France, on ne veut pas appliquer les textes, mais comme on cherche un alibi, on dit que c'est les textes qui sont mauvais. C'est le comportement des hommes et des femmes politiques qui n'est pas toujours adapté. Je ne vois pas en quoi la pandémie actuelle remet en cause les institutions. D'ailleurs, heureusement que nous avons changé de constitution avec la Ve République. Car
imaginez depuis 2 ans, entre les gilets jaunes, les grèves, le nombre de gouvernements que ça aurait usé. N'oublions pas que la 4e République, en 11 ans, a eu des gouvernements qui tenaient 6 mois. Là, on a eu la chance d'avoir un gouvernement, même si on ne l'approuve pas, qui a conduit les affaires de l'État pendant ces périodes de crise. Alors, de grâce, essayons de nous interroger sur le comportement des politiques, sur le comportement des médias, sur le comportement des réseaux sociaux, mais c'est trop facile de dire c'est la faute aux autres, c'est la faute à la Constitution. Évitons de toucher à tout ça. Une dernière question, Bernard? Tout à fait. Alors, dernière question, on va prendre un peu le large, on va parler de l'Europe. Quelle est votre position par rapport à l'Europe? Par rapport, justement, vous parliez des Gilets jaunes, on peut parler aussi des partis populistes d'extrême gauche et d'extrême droite, pour lesquels vous disiez, il y a toujours des causes extérieures. L'Europe mise à mal, l'Europe a réagi par rapport à la crise du coronavirus, a aussi donc mis de l'argent sur la table, a une influence directe sur nos normes, sur nos réglementations, sur nos lois. Je voulais avoir votre position par rapport à l'Europe. C'est très difficile en quelques secondes, à la fin de cette émission, de parler de l'Europe. L'Europe est une nécessité. L'Europe, elle a été un élément important quand elle était lisible. Alors l'Europe, tout le monde a compris la nécessité de construire l'Europe quand il s'est agi de réconcilier des peuples allemands et français qui s'étaient toujours livrés la guerre. L'Europe, elle était lisible lorsqu'il s'est agi d'avoir de grands projets communs comme Airbus, TGV, Ariane Espace. L'Europe, elle était lisible lorsqu'elle a porté des politiques communes comme la politique agricole commune. Mais aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi? C'est qui? L'Europe, est-ce qu'on peut faire cause commune avec des pays qui n'ont pas la même structure économique, politique, économique, sociale que nous? Le libre-échange, c'est parfait, mais il faut que chacun ait les mêmes règles. Or, ils n'ont pas les mêmes règles. Quand j'interrogeais mes agriculteurs de l'Eure, j'ai été élu pendant très longtemps, ils disaient, mais l'Europe, c'est très bien ton Europe, mais les agriculteurs de là-bas, ils n'ont pas les mêmes taxes, les mêmes impôts, les mêmes règles que nous. Par conséquent, je crois que l'Europe est une nécessité. Je crois que l'Europe, elle doit se redonner des objectifs précis où on peut mobiliser les uns et les autres. Le programme Erasmus a été quelque chose de fantastique. Mais l'Europe, il va falloir s'interroger, car cette crise à laquelle nous traversons, va imposer probablement des changements très profonds. Est-ce que on va continuer ce libéralisme excessif qui fait qu'on délocalise tout? Non. Je crois profondément que après cette pandémie, quand le moment sera venu, il faut repenser l'Europe. Il faut lui donner un caractère humain. Peut-être là, essayer de revoir les institutions, car cette fonction publique européenne qui n'arrête pas de faire des textes, je me souviens toujours cette dame sur le marché d'Évreux qui, de père en fille, depuis 5 générations, vendait du lait et des œufs, et tout d'un jour, des gens qui sont arrivés de Bruxelles lui ont dit non, vous ne pouvez plus le faire. Et pourquoi? Parce qu'il faut maintenant des tables réfrigérées. Elle dit, mais je n'ai pas les moyens. On est venu lui imposer des règles absurdes. Je crois qu'il faut repenser humainement l'Europe.
L'Europe, ce sont l'Europe des hommes et des femmes, ce n'est pas l'Europe des technocrates. Et je crois que revenons à des choses plus claires, plus précises, et faisons en sorte que nos jeunes enfants adhèrent à une idée haute et forte de l'Europe des hommes et des femmes. Eh bien, merci, Monsieur Debré, au nom de Chaim Musicante, de la loge Georges Gershwin du Bnei Brit de France et de l'Écuge. Je vais vous remercier de votre disponibilité, de votre franchise, de votre dynamique que vous savez très bien transmettre. En tout cas, nos spectateurs ne s'y sont pas trompés. Ils sont encore près de 160 à vous avoir suivi. Nous avons dépassé les 250 sur ce lieu numérique qui nous a permis justement de nous retrouver. Nous avions, Monsieur Debré, prévu une rencontre physique le 15 mai et nous voilà à nous retrouver au travers des écrans. En tout cas, nous espérons le meilleur pour vous et votre famille, vous retrouver à nouveau sur ce long parcours des Juifs de France et puis surtout sur ce parcours républicain qui nous permet aux uns et aux autres de continuer à rêver la France, de continuer à en sentir la nécessité. Et voilà, je vais remercier également nos spectateurs de nous avoir suivis et relever que cette conférence, cette visioconférence est disponible en replay et qu'ils peuvent la partager dans quelques minutes à partir de la page Facebook de la loge Gershwin ou de l'Écuge. Merci beaucoup, Monsieur Debré. Et à très bientôt. Encore une fois, merci. Merci.